bonsoir à tous. Ravie de vous offrir ce deuxième webinaire dans le cadre de CNM Solidarité. C'est une initiative qui a démarré il y a déjà plus d'1 an et demi. On est à plus de 300 webinaires gratuits que nous offrons au grand public pour les soutenir dans leur développement de soi et aussi dans leur développement professionnel. Aujourd'hui, nous allons donc vous apporter des clés, des secrets pour une parentalité positive, pour pouvoir vous aider à vivre en harmonie avec vos enfants, avec des relations saines et constructives. Donc, il s'agit aujourd'hui des 5 secrets du parent agile. Donc, c'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui. On parle d'agilité, même en entreprise. Et donc, puisque je suis coach professionnel et que j'interviens auprès des dirigeants, des managers, et je me suis dit, pourquoi pas ramener cette notion d'agilité aussi au niveau de la famille, dans le cadre familial. Donc, comme introduction, j'aimerais vous dire que plusieurs études confirment que la famille est au cœur de notre bonheur et de notre bien-être en général. Ça, c'est un fait et ça a été démontré. Donc, comme le montre cette situation, on vit déjà un stress contextuel, va venir s'ajouter un stress et des tensions dans nos relations avec nos enfants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours facile pour nous que nos enfants fassent ce que nous leur demandons. Ou plus précisément, c'est difficile de gagner cette coopération, de faire adhérer nos enfants à ce que nous leur demandons. Et donc, des fois, c'est difficile de voir la coopération s'installer au sein de notre famille et dans nos relations parents-enfants. Alors, comment faire pour que cette coopération puisse exister, puisse faire partie de notre quotidien? Donc, quand nos enfants ne nous obéissent pas, je vais vous laisser peut-être réfléchir à un moment où vous avez rencontré une situation où un de votre enfant ne vous a pas obéi, et peut-être de réfléchir et de ressentir, de ramener à vous toutes ces émotions qui vous traversent lorsque un de vos enfants ne coopère pas ou n'obéit pas. D'accord? Ou du moins ne respecte pas une consigne, si le mot obéissance vous dérange. Moi, personnellement, il ne me dérange pas parce que nous sommes des figures d'autorité. L'enfant, pour se sentir en sécurité, il a besoin d'un référent. Il a besoin de cette autorité, à ne pas confondre avec autoritarisme. Donc, lorsque notre enfant ne nous obéit pas, ou plutôt ne coopère pas, nous, parents, on va se sentir démunis, des fois on va se sentir inefficace, on va se sentir pas du tout écouté, pas respecté. Ça, c'est du côté du parent. Mais du côté de l'enfant, que se passe-t-il? L'enfant, lui aussi, se sent parfaitement incompris. Donc, voilà, une relation qu'on ne peut pas décrire comme une relation propice aux échanges, ou propice à la coopération, ou propice à l'expression du potentiel de l'enfant que nous accompagnons. Donc, des tensions, du stress. Rien de bon ne pourrait émerger à partir de ces 2 états. Donc, mon intention aujourd'hui est de vous donner les secrets d'une éducation qui
vous permettra de vivre l'opposition de votre enfant de façon plus positive et plus constructive, car c'est inévitable. Un enfant qui dit toujours oui, ce n'est pas bon, et ça n'existe pas non plus. Donc, un enfant qui dit non, c'est bon signe parce qu'il est en train de développer sa personnalité, il est en train de construire son identité. Et ces crises de non qu'un enfant démarre déjà très tôt à 2 ans, c'est un excellent signe. Il n'est pas question de les réprimer, mais de les encourager, de les accompagner pour pouvoir permettre à notre enfant de grandir. Mon intention aussi est de rétablir, de vous aider à rétablir l'harmonie et le bien-être au sein de votre famille. Et enfin, de devenir le parent que vous avez toujours rêvé d'être. Mon programme est, vous allez me dire que mon programme est très ambitieux, mais sachez que tout cela est une question de méthode. Et quand on a les bonnes méthodes et les bonnes stratégies, je vous assure que le résultat peut nous surprendre et de façon positive, bien sûr. Donc, je voudrais donc vous donner cette méthode ou peut-être une partie de la méthode, ça dépendra du temps qui m'est imparti. Donc, par ma méthode, je voudrais que vous cultiviez votre agilité. Je voudrais que vous transformiez vos anciennes habitudes éducatives. Je voudrais que cette méthode vous aide et vous donne l'autorisation de choisir de nouvelles pratiques plus appropriées pour faire l'expérience d'une parentalité consciente et faire l'expérience de relations parents-enfants épanouies et d'une éducation à la joie et dans la joie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vraiment le temps va me permettre de traiter l'ensemble du sujet, car chaque point que je vais soulever mérite approfondissement, mérite pratique, donc la pratique régulière pour mettre en place de nouvelles habitudes éducatives afin d'apporter ce changement positif dont je vous parle au sein de votre famille, au sein de la relation parent-enfant, et que ce changement soit un changement durable et qu'il puisse vous permettre de tisser des liens qui vont vous unir à vos enfants. C'est un réel challenge. Être parent n'est pas chose aisée. Je suis déjà, je vais me permettre, permettez-moi de me présenter, donc avant de dire quel est mon métier ni ce que j'exerce comme profession, je suis avant tout une maman de 3 grands garçons. Et donc, le fait d'avoir vécu la parentalité et de façon différente avec chacun de mes enfants m'a permis de construire un programme éduqué à la joie pour faire profiter un maximum de parents de mon expérience, non seulement de maman, d'experte en éducation, car j'ai passé 20 ans dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. J'ai dirigé un grand groupe scolaire de grand renom ici au Maroc. Nous gérions dans le temps à peu près plus de 4000 élèves, 4000 parents et donc un corps enseignant très important que j'encadrais aussi. Et je joins à cette expertise mon expertise de coach en leadership et de carrière où j'ai appris à mieux comprendre l'être humain et son fonctionnement. Donc, je voudrais vous faire profiter aujourd'hui de ma modeste
expérience de vie et expérience professionnelle pour vous permettre d'entamer un premier pas vers le changement, vers plus de facilité et de coopération avec vos enfants. Donc, je suis coach de carrière et de leadership, je suis formatrice en soft skills, je suis consultante en image de marque personnelle, je suis aussi certifiée en outils d'évaluation RH, DISC, intelligence émotionnelle, quotient de stress, les moteurs d'action. Je suis aussi experte en création et management d'établissements scolaires, directrice de Coaching News Magazine et organisatrice de plusieurs événements, entre autres le Coaching Summit qui aura lieu en décembre. Enfin, si j'avais à répondre à qui suis-je, j'aurais dit seulement je suis Sana Miko, une éternelle exploratrice, une passionnée de l'humain. Donc, nous allons passer au premier secret pour devenir un parent agile. Le premier secret, c'est d'abord de commencer par se poser les bonnes questions. 1. Commencez par vous poser les bonnes questions. Je vais vous citer les quelques questions qui me paraissent, à mon avis, cruciales, importantes. On a besoin vraiment de faire une pause, une introspection personnelle et de commencer à réfléchir aux réponses. Eh bien, c'est 1. Posez-vous cette simple question. Quel est mon rôle de parent et quel est mon objectif éducatif? Je vais vous laisser un petit moment pour répondre. Quel est mon rôle de parent et quel est mon objectif? Je vais voir un peu vos réponses dans le chat. Oui. Prendre soin de mes enfants. Développer leur autonomie. Accompagner mon enfant afin qu'il puisse s'épanouir dans la vie. Oui, vous voyez que intuitivement et de façon spontanée, vous avez répondu à cette question. Effectivement, vous êtes en tant que parent le premier responsable du développement de votre enfant. Vous l'élevez et vous l'éduquez. Enfin, en tant que parent, vous le préparez pour la vie adulte. Et aussi, et c'est très important à mettre ceci dans l'équation de l'éducation, notre rôle de parent est aussi de préparer nos enfants à un monde au changement rapide. Et c'est là où on doit se poser la question, quel est, nous, notre rapport à ces changements rapides? Comment nous les vivons? Comment nous accueillons le changement et surtout aujourd'hui avec toutes ces lois qui changent chaque jour, chaque fois il y a des nouvelles, à chaque fois il y a des choses qui sont votées par rapport à la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, par rapport au choix de vacciner ou de ne pas vacciner, par rapport à l'école en présentiel ou en hybride ou en ligne.
Donc, tellement de choix, tellement de changements qu'on a besoin de gérer. Et donc, comment nous agissons, nous, d'abord, par rapport à ces changements? Et comment préparer nos enfants aussi à vivre ces changements rapides? Pour Stéphane Clerget, pour lui, le rôle de l'éducation est de former un individu épanoui, capable de négocier et d'exprimer ses positions. C'est très intéressant, cette façon de voir l'éducation. Je vous laisse donc à votre aise et à votre rythme prendre un bout de papier, et un stylo et un bout de papier et de répondre à cette question très importante parce que c'est à partir de ce rôle et de parents et à partir de l'objectif que vous allez vous fixer que vous allez pouvoir mettre en place les moyens pour atteindre cet objectif. Une deuxième question serait quel est mon style éducatif? Et en même temps, quelle est l'incidence de mon style éducatif sur les résultats, sur la relation, sur le comportement de mon enfant? C'est très utile aussi de répondre à cette question. Vous allez me dire pourquoi. D'abord, pour prendre conscience de notre part de responsabilité dans la qualité de notre relation à notre enfant. Nous sommes responsables totalement, à 100%, pas à 50, ni à 20, ni à 80. D'abord, il faut déjà prendre conscience qu'on est à 100% responsable de la qualité de notre relation à notre enfant. Pourquoi encore c'est important de comprendre mon style éducatif, quel style éducatif j'ai? Est-ce que je suis dans le laisser-faire ou est-ce que je suis dans le trop de contrôle? Est-ce que je suis dans la participation? Dans quel style je suis? Il y a 4 styles. Alors, la deuxième raison pour laquelle c'est très important, eh bien, c'est pour réfléchir et faire évoluer votre style parental. Parce que quand on prend conscience de notre style, on va savoir comment on se positionne, on va pouvoir faire évoluer ce style parental parce que, encore une fois, notre style parental impacte le développement de notre enfant, influence directement les comportements de notre enfant et ses réussites futures. C'est assez important, c'est très important de pouvoir comprendre notre style éducatif. Ça peut se faire via des tests de personnalité, des tests que nous proposons dans notre formation Éduquer à la joie. Et peut-être que si vous êtes avec nous au cours de cette formation, vous aurez l'occasion de découvrir votre tendance. On a une tendance, on a une dominance vers un des 4 styles. Il suffit de prendre conscience de notre tendance et puis de comprendre les autres styles et de commencer à utiliser chaque style de façon intelligente, selon la situation, selon la personnalité de notre enfant, selon son tempérament. Et aussi de comprendre l'origine de ce style-là. D'où ça vous vient? Est-ce que ça vous vient de vos parents? Est-ce que ça vous vient de vos lectures? Est-ce que ça vous vient des médias? Est-ce que ça vous vient de vos amis? Est-ce que ça vous vient de la société? Je ne sais pas, peut-être ça vient de tout ça. Mais c'est très important d'en prendre conscience. Autre question qui est pour moi aussi importante et primordiale, c'est quelles sont mes croyances en tant que parent? Hein? Nous avons tous construit des croyances sur le monde, sur nous en tant que personne, sur les autres. Et ainsi, on a construit des croyances sur l'éducation, sur le rôle de parent,
sur nos enfants ou sur les enfants en général. On peut dire, ah, les enfants d'aujourd'hui sont difficiles à gérer, l'éducation n'est plus la même, et on peut avoir des affirmations comme ça qui peuvent devenir même automatiques et qui vont nous enfermer dans des schémas récurrents. Donc, par exemple, je vais vous donner, si vos croyances au sujet de l'éducation vous amènent à agir, je vais vous parler donc des croyances sur l'éducation, en sachant que nos croyances sur l'éducation vont nous amener à agir positivement ou négativement avec notre enfant. Par exemple, si je suis convaincue que je ne suis pas efficace, hein? Donc, si j'ai cette croyance, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir tendance à abandonner une consigne lorsque mon enfant résiste à cette consigne, c'est-à-dire qu'il ne l'applique pas ou n'obéit pas à cette consigne. Donc, comme je considère que je ne suis pas efficace en tant que parent, d'accord, c'est une croyance, je vais donc avoir un comportement qui va dans ce sens, qui va venir me prouver que je suis vraiment inefficace. Et je vais être fermée dans un cercle vicieux. Et mon enfant continuera à ne pas obéir à la consigne. Et donc, c'est un cercle vicieux qui est causé par une croyance limitante. Et chez votre enfant, le fait de ne pas appliquer, bien sûr que je ne vais pas appliquer la conséquence de la désobéissance parce que je considère que je ne suis pas efficace, eh bien, l'enfant va continuer à désobéir et il va développer une habitude de non-respect de la consigne. Et on va continuer donc à considérer que nous ne sommes pas efficaces. Car lorsque nous avons une croyance limitante, notre cerveau, c'est simple, il va aller chercher des preuves pour valider notre croyance. Et ça se fait souvent à un niveau inconscient. Il va venir valider le fait que je ne suis pas un parent et que je ne suis pas un parent efficace, ou plutôt je suis un parent inefficace. Donc, mes croyances vont impacter mes comportements et mes comportements vont générer des comportements chez notre enfant comme réponse à notre façon de faire ou notre façon de communiquer. Le comportement, c'est ce que je fais et c'est ce que je dis. Et souvent, ces croyances ne nous appartiennent pas. Hein? Souvent, on les a héritées de notre éducation, de notre histoire familiale, des médias. Et ces croyances, le fait de dire je ne suis pas efficace, à combien je pourrais croire que je ne suis pas efficace concrètement? Ça reste une auto-évaluation qui peut être, elle peut être erronée, elle peut ne pas correspondre à la réalité. Mais ce qui est sûr, même si elle ne correspond pas à la réalité, elle va influencer la réalité, elle va influencer les résultats et la relation. On peut avoir donc des croyances sur nous en tant que parents et dire, ben, écoute, on est des parents, je suis impuissant devant mon enfant, j'arrive pas à le faire obéir. Et donc, déjà, le fait de dire je suis impuissant comme parent, je suis inefficace, on peut aussi avoir des croyances sur l'enfant et étiqueter l'enfant. Si on pense que notre enfant est maladroit et qu'on ne cesse de le dire, hein, ben l'enfant, il va endosser cette étiquette et son comportement va se conformer à cette croyance.
C'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Vous allez me dire alors, mais comment abandonner ces croyances et nous engager dans la voie de la bienveillance et peut-être choisir d'autres croyances plus constructives? Le processus est très intéressant, mais il mérite réflexion et il mérite que nous puissions rentrer en contact avec notre partie inconsciente. Parce que les croyances deviennent automatiques et elles se logent dans notre partie inconsciente. Il est très important donc de faire un travail sur soi et d'apprendre à changer nos croyances limitantes pour obtenir de meilleurs résultats. Une autre question qui me paraît aussi très importante, c'est est-ce que je me suis déjà posé la question sur mes projections? Qu'en est-il de mes projections? Qu'est-ce que je projette inconsciemment sur mon enfant? Je projette inconsciemment mes peurs, mes rêves aussi sur mon enfant. Ces peurs inconscientes qui nous inhibent et qui inhibent aussi notre enfant. À part le fait que les émotions sont très contagieuses, elles nous empêchent de choisir le comportement juste, de dire le mot juste. Elles nous inhibent de réfléchir, de construire des solutions. Donc, ces projections, elles ont comme origine nos propres blessures intérieures, nos propres maux. Et dans la formation, on travaille sur cette partie-là, sur nos blessures intérieures. Si on veut vraiment accompagner un enfant dans l'expression de son plein potentiel, on a besoin, nous, de faire aussi le chemin et de faire un développement de soi, une meilleure connaissance de soi pour pouvoir accompagner sainement notre enfant, d'aller plonger dans notre enfant intérieur, d'aller soigner notre enfant intérieur. Donc, ces projections viennent de nos propres mots MAUX, qui n'ont pas été réparés et que l'on transpose sur notre entourage. On rend notre entourage responsable de nos souffrances. Et plus particulièrement, c'est surtout vis-à-vis des personnes les plus proches de nous, notre conjoint et nos enfants. Donc, si j'ai peur, par exemple, donc je vais parler d'une peur, par exemple, si j'ai peur que mon enfant ne réussisse pas sa scolarité, que se passe-t-il avec cette peur sur laquelle je vais focaliser mon attention? Eh bien, ma mémoire va aller chercher tous les souvenirs, les situations, les sentiments pour justifier cette peur. Et cela va générer chez moi des comportements en adéquation avec cette peur. Je vais peut-être être un parent surprotecteur, étouffer mon enfant, étouffer sa liberté d'action. Et dans ce cas-là, je ne pourrai pas développer son autonomie. Je vais peut-être faire trop de pression sur lui, je vais lui donner trop d'ordre, je vais peut-être le priver de sa liberté d'agir et de réfléchir. Et donc, en contrepartie, ça va provoquer des mécanismes de défense chez l'enfant parce que je ne respecte pas un besoin fondamental chez l'enfant qui est sa liberté. Et je vais créer de la résistance de la part de mon enfant. Il va s'opposer à moi. Il ne va pas coopérer. Et donc, tous ces comportements de résistance, de non-coopération, d'opposition, eh ben, il va venir conforter ma peur de départ.
et ça va s'auto-alimenter. Je pourrais vous citer plein d'autres exemples, en particulier lorsque je projette mes rêves sur mon enfant. Là, c'est vraiment grave parce que je ne permets pas à mon enfant d'être lui-même, de se réaliser. Hein. Il devient mon projet à moi, au lieu que lui puisse être l'acteur de son projet à lui. Hein. Donc, cette première étape est très importante. C'est une première étape d'introspection et elle va être le fondement des quatre étapes suivantes ou des 4 secrets suivants. C'est-à-dire que ce premier secret du parent agile, c'est de pouvoir se poser les bonnes questions. Je vous ai donné quelques exemples de questions. C'est le fondement des 4 autres pour que les 4 autres secrets puissent être percutants et puissent vous aider dans l'éducation de vos enfants. C'est parce que ce n'est que lorsqu'on prend conscience de nos dysfonctionnements éducatifs que l'on peut aspirer à un changement de paradigme. Donc, je passe de l'enfant objet, hein, objet de réalisation de soi. C'est comme si on va se réaliser à travers notre enfant. C'est juste égoïste de la part d'un parent de vouloir se réaliser à travers un enfant, à vouloir combler un manque à travers un enfant, à travers son enfant. Donc, on passe de cet enfant comme objet de réalisation de soi, réalisation de ses propres désirs, de ses propres projets insatisfaits, à l'enfant comme être à part entière. Votre enfant est un être à part entière. On a besoin de le respecter. On est là pour l'accompagner à petits pas, pour qu'il devienne cet adulte épanoui, hein, et qu'il puisse exprimer son plein potentiel, se développer et exprimer son plein potentiel. Donc, voici pour cette première partie de cette conférence. Vous pouvez laisser vos questions sur le chat et j'y reviendrai donc en fin de webinaire. Donc, comme je passe donc à la deuxième clé qui est, ou deuxième secret. Deuxième secret, c'est très important, c'est de communiquer ses valeurs. Connaissez-vous vos valeurs? Quelles sont vos valeurs essentielles? Car vos valeurs, c'est important pour pouvoir poser le cadre. Hein? Pourquoi communiquer ces valeurs? D'abord, vous avez besoin de les partager. Vous avez besoin de les faire connaître à votre enfant et de co-construire avec lui un cadre. Votre enfant a besoin, est sécurisé. Lorsqu'on pose des cadres et une limite, il a besoin de votre amour, mais il a aussi besoin d'un cadre et c'est sécurisant pour lui d'avoir ce cadre, de poser des limites et de les poser avec amour, de poser des règles qui vont être respectées par tous. Vous êtes un modèle. Ne dites pas à votre enfant, ne crie pas, alors que vous vous adressez en criant. Il est question d'intégrité. Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Votre enfant le comprend, il le voit, il vous modélise. Donc, ce cadre, c'est aussi une liberté pour donner une liberté à votre enfant, mais une liberté responsable. Donc, il y a des parents qui sont dans le laisser-faire, trop de liberté. Sachez que trop de liberté peut être vécu par votre enfant comme un abandon.
Écoutez, entendez bien ça. Trop de liberté, ce n'est pas une preuve d'amour. Votre enfant peut le considérer comme un abandon. Et bien sûr que le contraire aussi, pas de liberté, peut être une contrainte insupportable pour votre enfant. Et c'est là que apprendre à élaborer ensemble une charte familiale est très, très important. C'est un moyen, voilà, de communiquer vos valeurs et de poser ce cadre sécurisant pour votre enfant. Et pour ceux qui ont choisi de faire avec nous la formation, Antonella et moi-même, nous allons donc donner la méthode pour cette charte familiale. Et le bénéfice de cette charte, eh ben, c'est de devenir un partenaire de confiance pour votre enfant, parce que votre enfant, il sera prévenu, il saura qu'est-ce qu'on attend de lui, il saura à quoi s'attendre. Il va se sentir aimé et il va se sentir en sécurité. Deux éléments fondamentaux pour le développement de tout être humain, l'amour et la sécurité. Donc, c'est très important d'installer à travers cette charte un dialogue, des limites, un cadre. C'est vraiment une façon de réguler et de prévenir les relations difficiles avec votre enfant. Parce qu'un enfant qui vit sans cadre, sans limite, hein, eh ben, ça va faire de vos enfants des individus violents, impulsifs, qui ne peuvent pas maîtriser leur impulsion. Et vous voyez que c'est très important de poser des limites, c'est très important. On va aller donc vers plus de négociations, de dialogue, on va expliquer la règle, on va dire pourquoi on l'a posée, on va savoir confronter l'enfant avec bienveillance, toujours avec l'intention de le faire grandir, de participer à sa croissance, à son développement. Et on va donc par là outrepasser la communication de type je t'interdis de et c'est parce que moi je l'ai dit et tu fais et je donne des ordres et j'impose. Ce cadre et cette charte familiale est véritablement un secret de réussite de relation parent-enfant. Troisième secret, c'est de renforcer votre flexibilité. Quand on dit agile, on pense aussi à flexible. Et de passage, les valeurs d'un parent agile, c'est la collaboration et l'autonomie. Hein? C'est quelque chose de fondamental. Donc, troisième clé qui est de renforcer votre flexibilité, on va, en tant que parent, s'adapter en permanence, tout au long de la vie avec votre enfant, même lorsqu'il sera adulte, même lorsqu'il quittera la maison. Vous serez toujours amené à vous adapter à votre enfant, vous adapter à ses besoins, vous adapter à ses phases de développement. Un enfant de 2 ans, ce n'est pas un enfant de 8 ans, ce n'est pas un ado de 12 ans, de 14 ans, ce n'est pas un adulte de 20 ans, 24 ans, 18 ans. Donc, c'est très important de comprendre que vous adapter, ça va être vous adapter à ses besoins, à ses phases de développement, à son profil, à sa personnalité. Et en plus, il faut matcher 2 profils. Vous avez votre propre personnalité, votre enfant a sa propre personnalité qui pourrait être d'ordre non seulement éducative et son histoire éducative avec vous, mais qui pourrait être d'origine génétique. Vous allez vous adapter aussi à ses préférences sensorielles.
Il y a des enfants qui sont très visuels, qui ont besoin pour comprendre les choses et vos messages d'utiliser des images. D'autres qui sont plus auditifs, d'autres qui sont plus kinesthésiques, ils ont besoin d'apprendre par l'expérience, par l'action. C'est très important de comprendre tout ça. Et vous allez voir, quand vous comprenez tout ça, le message devient tellement clair et la communication se passe dans de meilleures conditions et vous gagnez la coopération de vos enfants. Et la sérénité regagne votre vie quotidienne, familiale. Vous allez vous adapter aussi à son point de vue, réussir à se mettre dans les souliers de votre enfant, vous mettre à la place de votre enfant et voir le monde à travers les yeux de votre enfant pour comprendre son point de vue. On parle aussi de carte du monde. C'est ça, s'adapter à son point de vue. C'est aussi aller dans la carte du monde de votre enfant, s'adapter à son âge, s'adapter à la situation. Donc, tout ça, ça demande de l'agilité. Quand vous allez apprendre à vous adapter à tous ces éléments, vous allez développer votre agilité. Donc, je vais vous parler, donc on est toujours dans le troisième secret, et donc, je vais vous parler des besoins. OK? Comment, par exemple, on peut identifier les besoins de vos enfants? D'abord, il faut les connaître. Hein? Il faut connaître quels sont les besoins de nos enfants. Hein? Votre enfant a besoin de pouvoir personnel. Il a besoin d'avoir du pouvoir sur son environnement, qu'il peut agir sur son environnement. Et l'autonomie rentre dans cette catégorie de besoins. Hein? Donc, par exemple, lorsqu'on laisse des choix à nos enfants, eh ben, on leur donne le contrôle sur leur environnement. Le deuxième besoin, c'est le besoin d'expérimentation. Vous voyez comment les petits sont hyper curieux, ils touchent à tout. C'est un besoin qui est là, et donc c'est un besoin d'expérimentation et donc répondre à sa curiosité naturelle. Comment souvent on va utiliser le jeu, hein, utiliser le jeu avec vos enfants, jeu, J-E-U, les jeux, pour que l'enfant vive plusieurs expériences et puisse répondre à ce besoin d'expérimentation. Donc, un, besoin de pouvoir. Deux, besoin d'expérimentation. Trois, besoin de connexion. Nous sommes des êtres relationnels. Être en lien. Votre enfant a besoin de sentir que vous êtes en lien. Un parent qui est absorbé par la lecture de ses mails alors que son enfant est là et qu'il a besoin de dialoguer avec lui, vous pouvez pas assurer une communication à 100% réussie ni de bonne qualité parce que vous n'êtes pas totalement présent, même pas présent à vous-même, vous n'êtes pas présent à votre enfant. Donc, besoin de connexion. Donc, c'est très important de comprendre déjà ces besoins et de chercher des moyens de satisfaire ces besoins chez votre enfant. La deuxième chose qui est assez difficile, hein, je vous avoue qu'elle n'est pas du tout aisée, c'est d'apprendre à prendre de la hauteur, à prendre du recul. Parce que face à un mauvais comportement, c'est la seule chose qui va vous sauver la vie. Parce qu'en tant que parents, nous avons de nombreuses occasions par jour de nous sentir débordés par nos pensées, par des scénarios catastrophes qu'on peut inventer de bout en bout. On peut être aussi débordé par les actions et les comportements de nos enfants. Et donc, ce n'est pas toujours facile de prendre de la hauteur quand on est sous l'emprise d'émotions intenses, désagréables, comme la colère. Hein? Comment pouvez-vous prendre du recul?
lorsque vous êtes stressé, c'est ça la question. Comment puis-je retrouver mon calme et pouvoir prendre du recul et choisir la bonne action qui va faire que je pourrai toujours maintenir la relation et le lien avec mon enfant. Donc, comme cadeau, je compte vous donner pas mal de cadeaux pendant cette conférence et pour tous ceux qui ont eu vraiment l'amabilité de répondre oui à notre invitation. Donc, je vais vous parler d'une pratique très intéressante qui a été, c'est pas moi qui, cette pratique, elle vient pas de moi, elle vient de Hélène Renaud et c'est une pratique parentale qu'on appelle les 3 A. Les 3 A, pour faire la liaison. Les 3 A, eh ben, c'est que lorsqu'on est face à un comportement difficile de notre enfant qui nous dérange, je vais donc choisir une action aidante et aimante. Et pour évaluer si mon action est aidante et aimante, eh bien, je vais observer si la relation s'apaise entre moi et mon enfant, ça s'apaise, ça veut dire que l'action est bien aidante et aimante. Si j'observe l'absence de conflit, eh ben, j'ai choisi la bonne action qui est aidante et aimante. C'est pour ça que je vous parle depuis tout à l'heure de l'action juste, du comportement juste, de la parole juste. Tout cela, on ne peut le réussir que si nous arrivons à retrouver un calme intérieur, une sérénité intérieure. Et à partir de cet espace de sérénité et de paix intérieure, ne peut émerger que des actions justes. Donc, pour aller vers ces actions aidantes et aimantes et qui vont pouvoir installer le calme et l'harmonie dans ma famille. Et donc, qu'est-ce que je gagne? Eh bien, je gagne que j'ai une relation. Il n'y a pas de perdant dans la relation. On est gagnant-gagnant. Donc, lorsque mon action répond à ces critères, donc, je vais pouvoir changer les choses dans le bon sens. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai mon enfant, je suis à table, j'attends ce moment de repas familial avec impatience et mon jeune fils Amine qui bouge beaucoup à table et je commence à perdre patience. Hein? Comment vais-je faire pour changer le comportement de mon fils? Hein? Si je choisis l'action, si je choisis une action comme je vais crier, je vais donner un ordre et je vais lui dire « Arrête de bouger !» Et vous voyez que déjà dans ma communication, il y a de la colère. Et comme je vous dis, l'émotion est contagieuse. Eh ben, c'est tout simple. Mon enfant va vibrer à la même fréquence. Et lui aussi, il va s'énerver encore plus. Il va peut-être bouger un peu plus. Et dans ce cas-là, j'ai fait une action. Oui, oui, j'ai fait une action. Vous êtes d'accord? J'ai fait une action. Je ne suis pas restée passive. Mais cette action que j'ai faite n'est ni aidante, ni aimante. Alors maintenant, réfléchissez avec moi comment on pourrait changer cette façon de faire et avoir une action différente. Je pourrais changer donc ma manière de faire en lui faisant peur. Je vais lui dire, je vais le menacer et je lui dirai, ben, écoute, si tu n'arrêtes pas de bouger, eh ben, tu n'auras pas le droit de jouer à ta PlayStation pendant les 30 minutes que je t'ai promises. Donc, j'ai utilisé la peur. J'ai essayé de lui faire peur. D'accord? Certainement que mon enfant va se calmer. Il va se calmer pour un petit bout de temps. Hein? D'accord?
il va arrêter de bouger et même je crée chez lui peut-être une forme de culpabilité. Je lui fais peur et je lui fais sentir qu'il est coupable. Et il a peur de ne pas avoir cette permission. Je vais obtenir un résultat, mais cette action, vous êtes d'accord avec moi, qu'elle n'est pas du tout aidante ni aimante. Disons qu'elle va m'aider, mais temporairement. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ma façon de faire soit une action aidante et aimante? D'abord, toute communication commence par se poser la question, quel est mon objectif? Un bon communicateur se pose la question, quel est mon objectif? Déjà, je prends du recul et je me dis, mon objectif, c'est de vivre un repas calme. Donc, je vais modifier mon comportement actuel qui, de toute façon, n'est pas efficace parce que j'ai géré avec les deux méthodes, avec les deux façons de faire au préalable hein, dont je vous ai parlé, je n'ai pas obtenu une situation gagnante-gagnante. Ce n'est pas du tout efficace. Donc, je commence déjà par dédramatiser la situation. Hein? Et des fois, on a l'impression que c'est la fin du monde. Se dire, écoute, c'est pas grave, je vais arrêter de juger mon enfant et de penser qu'il a l'intention de déranger mon repas de famille. Il faut savoir que derrière chaque comportement d'un enfant, il y a une intention positive. Déjà, partir de ce principe-là. Peut-être qu'il veut attirer votre attention, peut-être qu'il veut jouer avec vous, il veut se connecter avec vous, certainement. Donc, et je vais commencer à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire de différent pour que mon enfant collabore. Votre enfant n'est pas là pour vous embêter. Aucun enfant au monde n'est là pour vous embêter. Il est là pour vous envoyer des messages que vous avez besoin de lire derrière le comportement qui vous paraît au préalable inefficace ou inapproprié. Donc, je vais prendre le temps de dépasser toute cette agitation intérieure. Parce que si votre enfant est agité physiquement, vous êtes agité, vos pensées sont agitées, il y a une agitation intérieure. Hein? Donc, arrêtez de juger votre enfant et de comprendre qu'un enfant de cet âge-là, il bouge naturellement. Il a besoin de bouger. Il ne peut pas rester pendant 30 minutes de repas comme une momie. Ce n'est pas possible, peut-être par rapport à son âge ou à sa phase de développement. C'est pour ça qu'il est important de comprendre tout cela. Donc, je commence à me poser des questions. Donc, je prends du recul et je commence à me poser des questions. Est-ce que je suis un modèle? Est-ce que moi aussi, je bouge autant que mon enfant? Peut-être que j'ai tendance à trop bouger. Est-ce que je ne me lève pas constamment et je fais des allers-retours, salle à manger, cuisine, et que je suis moi-même dans le mouvement? Est-ce que ma pensée est calme ou est-ce qu'elle est plutôt agitée? Est-ce que peut-être je suis tendue et mon enfant le ressent? Est-ce que je lui transmets une certaine tension? Et si je réponds oui à toutes ces questions, je vais apporter des modifications. Je vais calmer mes pensées, je vais redevenir calme, souriante, je vais arrêter de faire des allers-retours. Et donc déjà, les choses vont s'apaiser d'elles-mêmes. Hein? Je me calme intérieurement, je décide d'être présente à mon enfant, je décide d'échanger avec lui, je m'assois près de lui, je me synchronise avec lui
et je suis totalement connectée. Je m'intéresse à lui totalement. Nous allons donc entamer une discussion joyeuse. Et aussi, je vais développer une certaine forme de tolérance. Ce n'est pas la tolérance zéro, que mon enfant ne bouge pas du tout, mais je vais être un peu tolérante. S'il bouge un peu, je vais l'accepter. Et vous allez aussi peut-être, voilà, vous allez vous focaliser. S'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît. Vous allez aussi focaliser sur les quelques minutes où votre enfant ne bouge pas et vous allez le féliciter. Vous allez le féliciter, vous allez voir ce qui marche au lieu de continuer à voir ce qui ne marche pas. Donc, plutôt encourager ce qui marche au lieu de pointer ce qui ne marche pas. Et vous allez donc obtenir de la collaboration et de la coopération de la part de votre enfant. Donc, il nous reste encore 2 autres secrets. J'aimerais donc continuer à vous les présenter. Donc, le 4e secret, c'est bien sûr de responsabiliser et développer l'autonomie de votre enfant. Responsabiliser votre enfant est quelque chose de très important parce qu'il répond aux premiers besoins. Vous vous rappelez le besoin de pouvoir. Il y a un micro qui est allumé, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis... merci de comprendre qu'on a besoin de profiter de ce moment de partage. Merci de le respecter, ce moment. Pour moi, ce moment est sacré. C'est un cadeau, je vous l'offre et c'est avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme que je le fais. Donc, revenons au 4e secret qui est la responsabilité. Responsabiliser et développer l'autonomie chez votre enfant. Ça commence par quoi? J'en ai déjà parlé dans mon premier webinaire de la semaine dernière. C'est d'abord de voir si vous êtes un papa sauveur et que vous fassiez les choses à la place de votre enfant. Hein? Des fois, cette envie de faire les choses à la place de votre enfant vous prend. Vous pensez que c'est une façon de l'aimer ou de le protéger, mais vous ne l'aidez pas à développer son autonomie et vous ne répondez pas à son besoin de pouvoir, d'avoir du pouvoir sur son environnement. Donc, pour parler un peu d'autonomie, est-ce que vous vous rappelez la première fois où un souvenir marquant où vous vous êtes senti autonome lorsque vous étiez enfant? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce que votre parent, comment votre parent s'est comporté avec vous? Est-ce que vous vous rappelez de ce moment et comment vous vous êtes senti quand vous avez eu la responsabilité d'une tâche et que vous l'avez réussi et que vous vous êtes senti autonome? Donc, je vous laisse réfléchir à ça et je compléterai par le fait que votre enfant va développer son autonomie à plusieurs niveaux. Oui, rangez votre propre chambre. Vous vous rappelez de ça. Alors, je disais que votre enfant va développer son autonomie
à plusieurs niveaux, sur le plan de l'habillement, de l'alimentation, des soins personnels, prendre son bain seul ou accompagné, se brosser les dents. Il va commencer à pratiquer peut-être un sport seul, les loisirs, faire des routines quotidiennes. Les routines quotidiennes, c'est par exemple le réveil, se réveiller seul de façon indépendante, que vous ne veniez pas taper à sa porte, réveille-toi, c'est l'heure de s'habiller ou c'est l'heure d'aller à l'école ou c'est l'heure du coucher. Donc ça, c'est des routines quotidiennes. J'en ai parlé, allez voir le webinaire de la semaine dernière, c'est très intéressant. Je vous explique comment mettre en place une routine. C'est très intéressant dans la gestion de la relation avec votre enfant. Donc, votre enfant va développer son autonomie aussi au niveau de la communication. Un enfant de 2 ans ou de 6 mois ou de 8 ans va développer une communication différente. Il va aussi développer des interactions sociales, il va pouvoir aussi devenir indépendant dans le choix de ses amis, il va pouvoir sortir pour aller rendre visite à ses amis, à ses camarades, il va devenir autonome au niveau de ses devoirs. Donc tout ça, c'est des moments de sa vie où il va pouvoir développer son autonomie. Donc, pour vous donner une petite définition de l'autonomie, c'est Steinberg va la définir comme notre capacité à penser, à ressentir, à prendre des décisions et agir de son propre chef. Donc, pourquoi développer la responsabilité et l'autonomie de notre enfant? Eh bien, tout simplement pour qu'il puisse exprimer son potentiel et développer ses aptitudes, ses habiletés, développer des compétences sociales, cognitives, émotionnelles, physiques. Donc, tout ça, ça passe par responsabiliser vos enfants, leur donner des tâches à leur hauteur qu'ils puissent réaliser, pas mettre un enfant en difficulté. Et si la tâche est plus difficile, vous pouvez vous la faire ensemble. Vous pouvez l'accompagner, le soutenir, ne pas faire les choses à sa place. C'est ce que je vous conseille. Hein? Donc, nous allons continuer sur le dernier secret du parent agile, qui est d'encourager la coopération. Donc, pour encourager la coopération, comprenez que ça passe par la communication. Et s'il y a une chose que nous n'avons pas tous appris, c'est communiquer. Parler n'est pas communiquer. Dans la communication, il y a plusieurs règles, plusieurs fondamentaux pour réussir une communication efficace. Il est question d'empathie. On parle de communication empathique. Être des parents émotionnellement intelligents. Nous avons besoin de développer notre intelligence émotionnelle. Nous avons besoin de comprendre que ça passe par une écoute active, que ça passe par du questionnement, que ça passe par une position basse, ne pas toujours chercher à avoir le pouvoir sur l'enfant, mais avoir le pouvoir pour l'enfant, pour le progrès et la croissance de notre enfant. Éviter les jugements et les étiquettes. Donc tout ça, c'est un programme tout un programme que nous avons co-construit avec Antonella, qui est docteur en éducation, en innovation en éducation, et moi-même qui suis aussi une experte de l'éducation après 20 ans dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Donc, nous avons construit un magnifique programme qui est garant d'une vie et d'une relation familiale saine et que vous allez pouvoir être le parent que vous avez toujours rêvé d'être, vous allez pouvoir devenir ce parent épanoui, heureux, joyeux et enfin éduqué à la joie. C'est éduquer à la joie. Notre programme s'intitule Éduquer à la joie. Je vous le présenterai dans quelques instants. Donc,
Dans encourager la coopération, il est aussi question non seulement d'apprendre à communiquer avec notre enfant, mais aussi de construire le nous, le nous. Hein? Par exemple, la chambre de votre enfant est en désordre. Qu'est-ce que vous allez avoir tendance à faire? Vous allez certainement en avoir marre de voir cette chambre désordonnée dans tous les sens. Donc, vous allez certainement, soit vous allez le harceler et lui donner des ordres, soit vous allez le ranger la chambre à sa place. Les deux façons de faire, vous êtes en réaction. Hein, vous êtes en réaction, alors que vous avez besoin de donner une réponse constructive à cette situation pour aider l'enfant à changer et à coopérer. Non. Si, par exemple, vous allez avoir surtout tendance à dire tu es irresponsable, tu es paresseux, tu me déranges, ce que tu fais me dérange. Et donc, vous allez commencer à dire ce tu qui n'aide pas du tout, mais qui tue la relation, c'est sûr. Et sinon, vous allez peut-être utiliser la fameuse communication non violente où on va dire « je suis frustrée parce que je suis peinée ». Parce que j'ai besoin d'eux. Donc, on est toujours dans le jeu. On est toujours dans le jeu. Hein? Et donc, il n'y a pas de place au nous. Vous voyez? Il est question donc de sortir de ce mode réactionnel. Et dans ce cas-là, si je sors du mode réactionnel, je calme mes émotions et je vais pouvoir agir. Je vais pouvoir agir. Mais pourquoi nous sommes en mode réactionnel? C'est parce que nous sommes des êtres blessés. Et si on ne comprend pas ça, ben on va continuer à être dans cette forme d'impulsivité qui ne génère pas de comportement ou une relation saine avec notre enfant. Donc, quand on est dans la réaction, eh bien, sachez que c'est notre enfant intérieur qui s'exprime. Quand nous sommes en colère, c'est notre enfant intérieur qui s'exprime. On a besoin de calmer notre enfant intérieur. Et dès lors qu'on a soigné et guéri notre enfant intérieur, nous allons pouvoir créer une connexion saine avec notre enfant. Donc, quand on est face à cette difficulté, notre enfant qui ne veut pas, par exemple, ranger la chambre, eh bien, il faut d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un objectif. Quel est mon objectif? Est-ce que je veux dominer l'autre en faisant valoir mon pouvoir parce que je suis le parent? Ou est-ce que je veux communiquer? Communiquer, ça veut dire mettre en commun et partager réellement avec mon enfant. Donc déjà, comprendre que la qualité de notre communication va impacter le résultat et le comportement de notre enfant. Donc, je veille surtout sur l'alliance avec mon enfant et je vais utiliser le nous, le nous, parce que le nous est là pour établir l'égalité. Donc, je pense à moi et je pense aussi à toi. Je pense à moi et je pense à toi. J'utilise le nous. Et quand j'utilise le nous, je n'ai pas d'ascendant sur l'autre. Réfléchissez combien de fois vous utilisez nous avec votre enfant, dans votre couple, dans votre travail. Réfléchissez à ça. Donc, le nous rapproche, il crée l'union. Il va développer le respect et la responsabilité de chacun. Je vous demande de l'essayer à partir de demain. Commencez à vous exprimer avec le nous. Incluez l'autre. Incluez l'autre. Et dans ce cas-là, au lieu de dire tu es désordonné, tu es paresseux, tu ne m'écoutes pas, ou je suis frustrée parce que, hein, et bien, je vais dire, quand j'observe que ta chambre est en désordre,
Je suis peinée car je constate que la règle que nous avons posée n'est pas respectée. Comment pourrions-nous faire? As-tu une idée? Comment pourrions-nous faire? Et vous voyez que la charte familiale et le cadre dont j'ai parlé tout à l'heure va être utile à ce niveau-là. Parce que ça va être une référence pour vous. Vous allez vous référer à ce cadre qui sont des règles à respecter que vous allez apprendre à construire avec votre enfant. Donc, construisez le nous. Enfin, une autre piste pour encourager la coopération, c'est de mettre en place des rituels. Le rituel, c'est important. Hein? Au quotidien, des rituels, voilà, pour jouer ensemble, pour sortir dans la nature, pour faire un sport ensemble. Donc, les rituels familiaux pour déjeuner ensemble, pour prendre un repas ensemble, pour rendre visite à la famille ensemble. Tous ces rituels aident à construire le nous et surtout aident à développer le sentiment d'appartenance chez votre enfant. Donc, il y a un autre outil qui est très intéressant qu'on voit dans notre formation qui s'appelle la rétrospective en famille et qui est aussi un autre outil pour encourager la coopération dans la famille. Donc, je vous invite vraiment, merci d'avoir été nombreux à cette conférence. Et pour ceux et celles qui veulent avoir plus d'informations, nous allons vous envoyer des liens. Et elle s'organise comme suit. 15 jours de formation très intense et qui vont vous apporter beaucoup plus de clarification, de la pratique, des outils, c'est du concret que vous pouvez tout de suite installer au sein de votre famille. Donc, le module 1, 3 séances, c'est me libérer pour offrir un espace de croissance. Vous comprenez que si vous êtes sous l'emprise de vos blessures, il n'existe pas d'espace pour l'autre. Il n'existe que vous êtes à propos de vous-même. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, vous allez être à propos de vous-même et vous n'allez pas être connecté. Votre enfant intérieur est blessé, il est là, il est là, il a besoin de, vous avez besoin de vous réconcilier avec lui, de le guérir et d'en prendre soin. Le module 2, c'est mieux me connaître pour comprendre mon enfant. Module 3, c'est la communication au centre d'une relation. Et enfin, le module 4, c'est éduquer à la joie. Nous pourrons vous envoyer tous les liens pour avoir plus d'informations sur ce très, très beau parcours qui pourrait être un beau cadeau que vous pouvez vous offrir, que vous soyez grands-parents, parents, enseignants, directeurs d'école, c'est quelque chose de formidable. Et comme cadeau, vous avez un bonus avec des experts en éducation et que vous allez découvrir les semaines qui suivent. On va vous offrir d'autres webinaires gratuits et vous pouvez donc d'abord découvrir Antonella parce que cette formation est co-animée par Antonella et moi-même et vous allez découvrir une des experts qui va vous offrir un bonus et je vous invite à rester connecté pour comprendre et voir le programme des semaines à venir. Je vous promets des cadeaux. C'est la tradition chez nous à Insight Coaching. On aime offrir des cadeaux aux personnes qui nous suivent et à notre communauté pour les encourager à profiter de cette connaissance. Nous sommes là pour transmettre le meilleur de nous-mêmes et le meilleur de ce qu'on a appris depuis 15 ans que je suis dans le développement personnel. Antonella aussi est docteur, elle a fait de la recherche dans le domaine de l'éducation. Donc, on est là pour vous offrir un substrat de ce que nous avons appris pendant toutes ces années. Donc, d'abord, je vais vous envoyer un e-book à télécharger sur votre WhatsApp. Donc, surveillez votre WhatsApp, vous allez recevoir donc un e-book à télécharger et c'est déjà intéressant de faire les exercices qui sont dans ce e-book, c'est un cadeau. Il y a aussi le jeu du bingo de la gentillesse. Donc, si vous voulez mettre en place
Si vous voulez mettre en place un rituel avec votre enfant, vous pouvez donc utiliser ce jeu du bingo de la gentillesse. Oui, il est très important de faire entrer cette valeur dans les familles, la gentillesse. La gentillesse, même pour manager. Aujourd'hui, la gentillesse est une valeur fondamentale. Donc, le jeu, le cadeau, c'est le e-book. Et enfin, pour ceux qui veulent s'inscrire avant la semaine prochaine, vous allez profiter de 50% de remise sur la formation. Il y a 4 modules. Donc, vous pouvez faire un module. Hein. Vous pouvez payer qu'un seul module et continuer par la suite. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les 4 modules, mais déjà, profitez du premier module. Et si vous êtes intéressé, vous continuez. Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire aussi toute la formation parce que le prix des 4 modules revient moins cher que d'acheter module par module. Mais c'est à vous de voir et d'en parler autour de vous, de vos amis. Faites profiter vos amis de cette information que je vous donne ce soir. C'est très précieux. C'est la relation parent-enfant est quelque chose qui est sacré. Elle est sacrée pour moi parce que vous participez à l'éducation des jeunes de demain, vous participez à l'éducation des citoyens de demain, des patrons de demain, des managers de demain, des inventeurs de demain. Vous allez laisser votre empreinte à travers l'éducation de votre enfant si vous participer à éduquer des adultes épanouis, bien dans leur peau. Imaginez comment le monde pourrait être meilleur. Si ce que vous faites aujourd'hui avec vos enfants ne marche pas, eh bien, Albert Einstein a dit la folie est de se comporter toujours de la même manière et de s'attendre à des résultats différents. Donc, dire ou faire toujours la même chose produit toujours un peu plus du même résultat. Donc, vous comprenez que si ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas satisfaisant, c'est très important d'impulser le changement et de démarrer vers quelque chose de nouveau et de différent. Donc, si votre enfant ne vous écoute pas, hein, il faut trouver une autre façon de faire pour qu'il vous écoute, c'est tout. Hein? Donc, trouver une autre manière de vous faire écouter. Hein? Changer, c'est à vous de faire un effort pour apprendre, d'investir du temps et de l'énergie pour profiter de nouvelles apprentissages, de nouvelles méthodes, de nouvelles manières de faire. Et parce que c'est nous qui avons besoin de nous adapter à nos enfants, pas le contraire. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir que nos enfants s'adaptent à nous. Et c'est pour cela que nous obtenons des résultats qui ne sont pas du tout réjouissants. Donc, optez pour la gentillesse, comme je vous ai dit, pour la patience. Choisissez d'être ce parent agile et éduquez enfin à la joie. Éduquez à la joie et dans la joie.